Parmi les outils suivants, quel test explore l'hémostase? Quel test explore l'hémostase primaire? La numération plaquettaire. Oui. Le frottis sanguin. Oui, parce que normalement, il permet de voir le côté morphologique plaquettaire. Alors, il permet d'explorer le frottis sanguin, c'est parmi, c'est ce qu'on a dit, c'est les premiers tests de première intention de l'exploration de l'hémostase primaire, c'est l'hémogramme en fait. C'est l'hémogramme, il nous donne une idée sur les plaquettes et le frottis sanguin, il permet, et même l'hémogramme, l'automate, il va nous donner, s'il vous plaît, des paramètres plaquettaires, à savoir le VPM, volume plaquettaire moyen, le plaquettocrite, l'IPM, l'indice de distribution, l'IDP, pardon, c'est l'indice de distribution plaquettaire. Tout ça, c'est des paramètres qui orientent, qui vont nous donner une idée sur la qualité des plaquettes. Et par la suite, le frottis sanguin, il permet de voir la morphologie de ces globules, de ces plaquettes. Aussi, le frottis, il permet d'explorer l'hémostase primaire en explorant les plaquettes. Le facteur de Van Willebrand, oui, c'est une exploration de l'hémostase primaire. Et l'étude de l'agrégation plaquettaire aussi, fait partie des moyens pour étudier les fonctions plaquettaires. Si on résume, c'est que lorsqu'on veut explorer l'hémostase primaire, ça revient à explorer les acteurs de l'hémostase primaire qui sont la plaquette, le vaisseau, le facteur de Van Willebrand et le fibrinogène. Alors, on a des tests globaux comme le test le temps de saignement, le temps d'occlusion, et on a des tests spécifiés ou spécifiques à chaque acteur. Pour la plaquette, on a tout ce qui est numération, tout ce qui est frottis, tout ce qui est agrégation plaquettaire. Tout ça, il nous donne une idée sur la plaquette. Voire même, on a d'autres types d'études ou d'exploration. Par exemple, on peut étudier la présence de glycoprotéines membranaires plaquettaires par la cytométrie en flux. Soit on a l'exploration du facteur Willebrand, on a le dosage antigénique, on a le dosage de l'activité, et aussi on a le dosage du fibrinogène, et aussi, c'est très rare, on peut même faire ce qu'on appelle la fragilité capillaire pour explorer la qualité du vaisseau. Alors, la coagulation physiologique, s'il vous plaît. La coagulation physiologique se déroule en 3 étapes. C'est initiation, amplification, fibrinoformation et propagation. C'est 3. Commence par l'activation du facteur 7, par le facteur tissulaire. Vrai ou faux? C'est vrai. La thrombine amplifie sa concentration en activant le 8, le 5 et le 11. On a dit l'initiation, c'est quoi? Le 7 activé, il peut activer le 9, le 10. Le 10, aussi, il est activé par le 9. Bon. Conséquence, c'est une quantité activée en facteur 10 activé, et le 10 activé, il peut activer le 2, et on aura une quantité sous forme de trace qui ne peut pas transformer le fibrinogène en fibrine. Alors, on passe à la deuxième étape, c'est l'amplification. La thrombine, il peut activer le 5, il peut activer le 8, il peut activer le 11. Et par conséquent, ces boucles d'activation, par la suite, on aura, avec le temps et beaucoup de cycles, on aura augmentation de la concentration de la thrombine, jusqu'on arrive à la concentration explosive de la thrombine qui va transformer le fibrinogène en fibrine. Au début, le fibrine il n'est pas stable, mais normalement, il est soluble, il devient stable et insoluble par la polymérisation des molécules de monomères de fibrine qui vont réaliser un polymère qui est stable et insoluble grâce à l'action de quel facteur? Le facteur 13. Très bien. Et le 13, lui aussi, il est activé par la thrombine, le facteur 2 activé. Les voies endogènes et exogènes de la coagulation est un concept de la coagulation in vitro. C'est vrai. Alors, pour cette question, toutes les propositions sont justes. Le A, le B,
le C et le D. Bon. A, B, C, bon, bon, les quatre propositions sont justes. Alors, le temps de Quick. Alors, s'il vous plaît, le temps de Quick. Le temps de Quick, comme on a vu dans les démonstrations de l'hémostase des travaux pratiques, c'est une exploration de la voie exogène de coagulation in vitro. C'est le temps de coagulation d'un plasma pauvre en plaquettes recalcifié à 37 degrés Celsius, recalcifié en présence d'un excès de la thromboplastie. Alors, c'est une exploration de la voie exogène de la coagulation in vitro, oui. Exige un plasma riche en plaquettes, c'est faux. Normalement, qui exige un plasma pauvre en riche en plaquettes, c'est les explorations, c'est l'agrégation plaquettaire, mais normalement, dans les explorations en général de la coagulation, on utilise un plasma pauvre en plaquettes. Alors, c'est faux. Se déroule en un seul temps, oui, comme vous l'avez remarqué. Une fois, on prend un 100 microlitres de plasma sur lequel on ajoute 200 de thromboplastie calcique et en ajoutant, on démarre le chronomètre. Se déroule en un seul temps, oui, son résultat exprimé en pourcentage de TP, ça veut dire taux de prothrombine. Très bien. Et les valeurs de prothrombine physiologique entre 70 et 100%. Et on a dit que le temps de Quick, elle explore le facteur 7, le facteur 10, le facteur 5, le facteur 2 et le fibrinogène. 5 facteurs explorés par le temps de Quick. Le 7, le 10, le 5, le 2 et le fibrinogène. Et on a dit que ce temps n'explore pas le facteur de 13. Alors, le TCA, le temps de céphaline plus activateur, exige un plasma pauvre en plaquettes. Oui. Le réactif utilisé est la thromboplastie calcique. C'est faux. Le réactif, normalement, utilisé, c'est la céphaline plus un activateur. Exprimé en rapport TCA malade sur TCA témoin, normalement oui. Normalement, toujours, on rend les résultats sous forme de rapport et on a dit que le rapport, on dit que le TCA est allongé lorsque le rapport, il est supérieur à 1,2, strictement supérieur à 1,2. Se déroule en 2 temps, oui, vous l'avez vu. C'est la première temps, c'est le temps d'incubation, dans lequel on mélange 100 microlitres, on a mélangé 100 microlitres de plasma pauvre en plaquettes avec la céphaline plus activateur pendant 3 minutes et après, on ajoute le calcium et normalement, on aura le caillou après un certain temps, normalement 30, entre 25, ça dépend des réactifs. Normalement, nous, au laboratoire de CHU de l'hémato, normalement, c'est les temps TCA normal, c'est normalement 25. En fait. Alors, juste, j'avais des questions. L'intérêt, bon, qu'est-ce qui se passe pendant le temps d'incubation? Et on a dit que le TCA, il explore la propriété de certains facteurs qu'on appelle les facteurs phase contact. Alors, la particularité de ces facteurs, c'est que dans la physiologie, ces facteurs ne donnent pas un risque hémorragique. C'est-à-dire, et je précise, les facteurs phase contact qu'on a utilisés, la propriété de ces facteurs sont le facteur 12, le facteur la précalécrine et le kinénogène de haut point moléculaire. Ces facteurs, même s'ils sont déficitaires, ne donnent pas de l'hémorragie. C'est-à-dire, ils n'exagèrent pas un risque hémorragique, par exemple, si on veut faire par exemple, une chirurgie. Voilà. Alors, dans le TCA, qu'est-ce qu'on profite? Alors, je reprends. C'est pendant ce temps d'incubation. Le réactif, c'est ce qu'on appelle un activateur. Pourquoi on dit un activateur? Parce qu'à sa surface, on aura l'activation de certains facteurs. Nous avons dit que à la surface de cet activateur, c'est-à-dire dans le tube, c'est pas dans les vaisseaux, dans le tube,
à la surface de cet activateur, le facteur 12, il s'active. Il devient 12 activé. Qu'est-ce qu'il va faire, ce 12 activé? Il transforme la précalécrine en calécrine. D'accord? Et la calécrine, normalement, lui, son cofacteur, c'est le kininogène dopant moléculaire. Il peut aussi activer des molécules de facteur 12. Et par conséquent, donc pendant son temps, le temps d'incubation pour le test de TCA, on aura une activation réciproque entre le facteur 12 et la calécrine. Mais avec le temps, le facteur 12, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? C'est qu'il peut activer le facteur 11. C'est-à-dire, à la fin des 3 minutes d'incubation, on aura un cumul en facteur 11 activé. Et nous avons vu que même ces 3 minutes, on n'a pas pu avoir le caillou. Ça veut dire on n'a pas pu avoir la progression de l'activation de facteurs pour arriver à la transformation de fibrinogène en fibrine. Mais lorsqu'on va ajouter le calcium, c'est le deuxième temps de la TCA, on ajoute le calcium, on démarre notre chronomètre. Là, on aura la progression selon la voie endogène de la coagulation dans le tube. Alors, déjà, on a préparé une quantité de facteur 11 activé qui va activer le facteur 9. En présence de son cofacteur 8 activé, ils vont activer le facteur 10. Et le 10 activé en présence de cofacteur 5 activé, ils vont activer le 2. Et le 2 activé, la thrombine, il va transformer le fibrinogène en fibrine. Et comme ça, on aura à la fin le caillou. Et on a dit que pour présenter les résultats, normalement, on les présente sous forme d'un rapport TCA-T malade sur TCA-T moi. Et on a dit que le TCA, on dit un TCA allongé lorsqu'on a des valeurs de ce rapport strictement supérieures à 1,2. Très bien. Alors, exige un plasma pauvre en plaquettes, oui. B, non. Le réactif, c'est pas la thromboplastie calcique, exprimé en rapport, se déroule en 2 temps. Voilà, le temps d'incubation, puis après, le temps, deuxième étape, c'est lorsqu'on va ajouter le calcium et on démarre le chrono. Normalement, c'est il se déroule en 2 temps. Alors, on obtient un plasma C après mélange d'un plasma d'un hémophile A et un plasma d'un hémophile B. C'est-à-dire plasma C égale plasma A plus plasma B. On pourrait attendre quel résultat des temps de coagulation du plasma C? Alors, un temps de Quick allongé. Est-ce que je peux avoir un temps de Quick allongé? Non, parce que ni le A ni le B, les hémophiles n'ont pas un problème au niveau de la voie explorée par le temps de Quick, n'ont pas un problème au niveau de façon générale. Il y a quelques exceptions, mais c'est le cas. C'est que le temps de Quick explore normalement le 7, le 10, le 5, le 2 et le fibrinogène. Ces facteurs chez un hémophile, on n'a pas un problème. Un TCA allongé, à votre avis? Et d'ailleurs, c'est comme ça on a pu faire la différence, où on a pu découvrir qu'on a 2 types d'hémophiles. Le A, c'est quoi l'hémophilie A? C'est un déficit en facteur 8 et l'hémophilie B, c'est le déficit en facteur 9. D'accord. Alors, si je mélange le plasma d'un hémophile A avec un hémophile B, normalement, et je travaille sur le résultat, c'est le plasma C. Si je réalise normalement un TCA, est-ce qu'il va être allongé ou la normale? Normal. Parce que le problème de déficit en facteur 8 sera résolu par le facteur 8 du B. Et le problème du B, il va être résolu par l'apport du facteur 8 de A. Par conséquent, le mélange, j'aurai le facteur 8 et j'aurai le facteur 9. Le facteur 8 issu du plasma de quel hémophile? B ou la A? B.
ou le facteur 9, il est issu de quel plasma? Ah, et par conséquent, le mélange sera normal. Et c'est comme ça normalement, parce que qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le mélange, il n'a pas de problème. Et par la suite, on a pu découvrir que les premiers malades, ils ont un problème de facteur 8 et les autres, ils ont un problème de le facteur 9. Et pourquoi normalement, en fait, les deux, c'est l'hémophilie et c'est le même tableau, même si que l'hémophilie A, c'est la plus fréquente par rapport à l'hémophilie B, parce que ces deux facteurs, en fait, le facteur 8 et son cofacteur, le facteur 9 et son cofacteur 8, normalement, ils forment ce qu'on appelle une ténase intrinsèque. Et ce complexe enzymatique, en fait, il est très fondamental dans le fait d'amplifier la concentration de la thrombine. Et c'est pour ça, normalement, on a le contexte hémorragique chez l'hémophile. Un rapport TCA sur TCA, il sera normal ou il sera normal. Et un TP qui est normal ou allongé, bon, un TP qui est bas ou un TP normal ou bas, normalement normal, parce que on n'aura pas un problème, parce que même le TP chez un hémophile standard, il n'a pas un problème au niveau de la voie exogène de coagulation in vitro. Pourquoi je dis normalement, généralement, s'il vous plaît, votre attention, j'ai dit que l'hémophile, normalement, le tableau standard général, c'est temps de cuite normal, ça veut dire TP qui est normal et TCA est allongé. Mais à votre avis, si je vous dis qu'il existe des hémophiles, c'est très rare, mais il existe, ils ont le TCA allongé et le temps de cuite qui est allongé. Comment vous pouvez expliquer ça? Il existe des hémophiles avec un TCA allongé et un temps de cuite qui est allongé. C'est pour votre culture. Alors, ça existe ce qu'on appelle les déficits combinés de facteurs. Parfois, on n'a pas seulement un déficit en un seul facteur. Parfois, on a plus de déficits. Alors, les hémophiles, ça existe. Les hémophiles qui ont il existe des hémophiles avec un déficit combiné du 8 et du 5. Les hémophiles, ils n'ont pas le 8. En plus que ça, ils n'ont pas le 5. C'est pour ça le temps de cuite il est allongé parce que le 5 aussi, il est exploré par. Et normalement, dans ce contexte, comment on a pu faire ce constat, c'est que on a fait en fait le tableau clinique, c'est en faveur de l'hémophilie, même le temps de cuite il était allongé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le dosage de tous les facteurs et on a trouvé que on n'a pas le 5 et on n'a pas le 8. C'est des cas exceptionnels, mais ça existe. Mais le tableau standard de l'hémophile, c'est le temps de cuite qui est normal et le TCA qui est allongé. Alors, les indicateurs biologiques d'une CIVD, coagulation intravasculaire disséminée, hypercoagulation non maîtrisée, et on a dit que ce contexte, on va trouver des manifestations hémorragiques, surtout suite à la consommation des plaquettes et les facteurs, mais aussi on aura des manifestations thrombotiques suite à la formation des microthrombes, surtout dans les capillaires, surtout au niveau rénal, au niveau cérébral, les extrémités. Normalement, c'est caractérisé lorsque la CIVDD est bien implantée, voilà, dans une étape très avancée. Normalement, on peut avoir les deux manifestations, des manifestations cliniques hémorragiques et des manifestations thrombotiques. Alors, sur le plan biologique, s'il vous plaît, quels sont les indicateurs d'une coagulation intravasculaire décisive? Et je te rappelle, le bilan démonstrase, la première chose à évoquer, c'est une CIV. Alors, ce qu'on appelle la thrombopénie. La thrombopénie, c'est un critère biologique d'une CIVD. Deuxième chose, une hyperfibrinogénémie. Normalement, non, on trouve une hypofibrinogénémie.
Ça, normalement, ça reflète la consommation du fibrinogène. Le temps de QI qui est allongé. Oui, normalement, les temps de coagulation, voire même parfois les deux temps. Mais surtout, on regarde dans les critères diagnostiques, normalement, normalement, il est inclus le temps de QI. Alors, temps de QI, il est allongé. Et les didymères sont très élevés. Alors, si je résume, normalement, sur le plan, un bilan d'hémostase, bien sûr, ça commence toujours, il faut voir le contexte clinique, surtout des patients de la réanimation, suite à des chirurgies lourdes ou dans le contexte obstétrical, gynécologique. Donc, c'est souvent, ou les brûlés aussi. Surtout ces circonstances, ça peut provoquer ce qu'on appelle la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, sur le plan biologique. La première chose, c'est la thrombopénie. Deuxième chose, c'est l'hypofibrinogénie, diminution du fibrinogène. Troisième chose, c'est l'allongement des temps de coagulation, voire même, parfois même, on demande le dosage de certains facteurs, par exemple le facteur 5. Alors, c'est l'hypofibrinogénémie et l'allongement des temps de coagulation sur le temps de QI, et par conséquent, le TP qui sera bas, et les didymères. Les didymères sont au-delà des valeurs du seuil maximal. D'accord? Alors, c'est 1, c'est le 2 et c'est le 3. C'est le A, le C et le D. La protéine C, alors, on a vu dans la coagulation, la physiologie de la coagulation, la régulation de la coagulation, s'il vous plaît, c'est on a des inhibiteurs physiologiques. Alors, dans les inhibiteurs physiologiques, on a ce qu'on appelle le système protéine C. Lorsqu'on parle de système protéine C, ça veut dire l'enzyme qui est la protéine C et son cofacteur, la protéine S. Et c'est quoi la particularité de ces deux protéines? Ils sont vitamino K dépendants. Si on vous pose la question, quelles sont les protéines les protéines de l'hémostase vitamino K dépendantes, normalement, il faut évoquer les facteurs de coagulation, les HOMA, le 2, le 10, le 7 et le 9. Je vois l'ordre croissant comme ça, c'est le 2, c'est le 7, c'est le 9, c'est le 10. 2 existe le tronc commun, c'est le 2 et le 10. Un exogène, le 7, et l'autre flandogène, c'est le 9. Très bien. Et les autres, les inhibiteurs physiologiques, à savoir la protéine C et la protéine S. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait la protéine? Alors, comment il normalement exerce son effet inhibiteur, la protéine C? C'est qu'il coupe à deux niveaux. Il coupe au niveau du facteur 8 et le facteur 5, la protéine C. La protéine C, normalement, on parle de la protéine C activée. La protéine C activée par quelle molécule? C'est pas, est-ce que j'ai évoqué ça dans le cours, la protéine C? Pour que la protéine C exerce son effet inhibiteur, la protéine C, il doit être activé. C'est pour ça on parle de on parle de la protéine C, voilà, le dosage de l'activité protéine C activée. La protéine C doit être activée pour qu'il, je dirais, exerce son effet inhibiteur sur le facteur 8 et sur le facteur 5. Alors, il est activé par quelle cellule? Par quelle molécule? Il est activé par la thrombine. Le facteur 2 activé par la thrombine. Et comme ça, on regarde que la thrombine, l'acteur principal de la coagulation, c'est elle, cette molécule qui active un acteur de l'inhibition. Pour vous dire que l'hémostase, en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Très bien. Alors, la protéine C, c'est un inhibiteur physiologique de la coagulation, bien sûr. Agit sur le facteur 2 et le facteur 10? Non. Il agit sur le facteur 5 et le facteur 8. Et on a dit que dans le bilan de la thrombophilie, ce sont des circonstances de prédisposition aux thromboses. Parmi les choses qu'on normalement demande dans ce bilan, alors on demande l'activité de protéine C, la protéine S,
l'antithrombine. Aussi, on cherche ce qu'on appelle, c'est par des tests moléculaires, la recherche de la mutation 5 Leiden, la mutation de ce facteur 5 Leiden. Alors, normalement, cette mutation, au niveau du gène qui code pour le facteur 5, normalement, il donne ce qu'on appelle le facteur 5 Leiden. 5 Leiden. Alors, sur le plan fonctionnel, il est fonctionnel, c'est-à-dire il va assurer cette fonction de cofacteur avec le 10. Mais c'est quoi le problème de ce facteur 5 Leiden? C'est que normalement, il est résistant à l'action de la protéine C active. C'est-à-dire, ce variant de facteur 5 ne peut pas être inhibé par la protéine C activée. Et par conséquent, si la protéine C ne peut pas inactiver ce facteur 5 Leiden, toujours on aura tendance à la coagulation et par conséquent, c'est un contexte de prédisposition aux thromboses. L'autre mutation, ce qu'on appelle la mutation du facteur 2, c'est le G20210A de la prothrombine. En fait, le résultat de cette mutation, il donne une production excessive du facteur 2, la facteur thrombine, et par conséquent, c'est un contexte qui favorise les thromboses. D'accord. Alors, c'est une protéine de coagulation vitamino K dépendante, puis le dosage l'activé fait partie du bilan de la thrombophilie, bien sûr, parce qu'on a dit le thrombophilie, c'est un contexte congénital, en fait, aux thromboses. Devant un allongement de temps de QI, qui est un TCA qui est normal, en fait, temps de QI qui est allongé et le TCA qui est normal, on peut évoquer un déficit en facteur 2. Facteur 7. Oui ou non? Oui, parce que si le TCA il est normal, ça veut dire on peut dire que même le tronc commun, les facteurs impliqués dans le facteur commun sont normaux, à savoir commun c'est le 10 avec le 5 et le 2, le fibrinogène. Alors, oui, ça pourrait évoquer un déficit en facteur 7. Une insuffisance hépatocellulaire modérée, oui, surtout avec modérée. Pourquoi? Parce que l'effet de l'insuffisance hépatique, il va se révéler au premier sur le facteur 7 en fait. Et par conséquent, parce qu'une insuffisance hépatique, les conséquences, c'est que ce soit sur les facteurs impliqués dans le TCA ou le temps de QI. Parce que même les autres facteurs, toujours, sauf le facteur 8, tous les facteurs presque ils sont synthétisés au niveau du foie. Si par exemple on a une insuffisance hépatocellulaire très avancée, on aura les conséquences sur les deux temps de coagulation, même s'il est modéré ou parfois lorsqu'on le début de traitement par de l'AVK, normalement l'impact au premier c'est sur le temps de QI. Et c'est pour ça, normalement, dès que le mot modéré, il oriente plus sur l'anomalie. Il peut expliquer, entre autres, l'anomalie de temps de QI et pas le TCA. Un déficit en prothrombine, parce que le TCA il est normal. Le TCA est musculaire, parce que même TCA il explore le 2. Normalement, comme j'ai dit, si on a le temps de QI qui est allongé TCA, plus c'est les facteurs exclusivement explorés par le TCA, qui est dans le contexte, qui est le facteur 7 pour le temps de QI. 2, normalement, puisque le TCA il est normal, normalement, ça évoque pas. Que le patient il est sous héparine. Normalement, pour les héparines, normalement, le temps de QI n'est pas sensible, s'il vous plaît. Le temps de QI n'est pas sensible à l'héparine. Ça veut dire qu'il n'est pas sensible. Même si le patient il est sous héparine, le temps de QI sera normal. Mais le test qui est sensible à l'héparine, et surtout l'héparine non fractionnée, c'est le TCA. Et d'ailleurs, le TCA, c'est un moyen pour suivre le traitement par l'héparine non fractionnée. Et d'ailleurs, normalement, qu'est-ce qu'on fait toujours? Normalement, pour évaluer qu'on est efficace par ce traitement, normalement, on vise à ce que le TCA du malade soit 2 fois la norme, c'est-à-dire le rapport
prend les valeurs, par exemple 2. C'est pour vous dire que le TCA, il est sensible pour le TCA, il est sensible pour l'héparine non fractionnée, mais le temps de cuivre n'est pas sensible, il est insensible. Alors, mais grosso modo, bon, il existe d'autres méthodes pour évaluer l'efficacité de l'héparine non fractionnée, ce qu'on appelle le dosage de l'activité anti-10A, mais normalement aussi on peut l'utiliser pour évaluer l'efficacité de l'héparine, mais on peut aussi, toujours on a cette habitude, c'est suivre le traitement de l'héparine non fractionnée par le TCA. Alors si le patient est sous héparine, si le patient est sous héparine non fractionnée à des doses curatives, on doit s'attendre à un allongement de TCA. À votre avis, la question, si normalement un patient il prend l'héparine à dose curative, alors on s'attend que le TCA diallo il s'allonge. S'il ne s'allonge pas, la dose n'est pas suffisante. Très bien, ouais. Très bien, ce qu'on appelle la résistance à l'héparine. On peut voir de la résistance dans quel contexte? Les thrombopathies. Thrombopathies a une liaison avec les plaquettes. Très bien. Dans le contexte, il y a le déficit à l'antithrombine. Les patients qui ont un déficit à l'antithrombine, ils ne vont pas allonger leur TCA. Vous allez voir, Inch'Allah, l'année prochaine, la pharmacologie, les médicaments de l'hémostase, et vous allez reprendre à de la notion. Très bien. Alors, 33. L'hématocrite correspond. Alors, VGM multiplié par la numération des globules rouges, l'hémoglobine, c'est le A ou le B ou le C ou le D. Il y a une réponse unique. Voilà, on mentionne qu'il y a une seule réponse juste. Alors, l'hématocrite correspond à quoi? C'est le A, très bien. La TCMH, c'est le B. La TCMH pour 35. Alors, comment on peut calculer la TCMH? C'est l'hémoglobine sur le nombre des globules rouges. Très bien. C'est 30 picogrammes. Très bien. On passe à l'identification des groupes sanguins. Quel est le groupe sanguin dans le système ABO? Anti-A positif, B. Alors, s'il vous plaît, je profite avant de commencer les réponses pour le groupage dans le système ABO. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour définir, s'il vous plaît, je vais reprendre quand même j'ai pu recevoir une centaine de réponses à la question de comparaison entre le système RH et le système ABO. Je crois grosso modo, j'ai trouvé l'essentiel, mais je vais axer sur 2 points, s'il vous plaît. C'est la nature des antigènes et la nature des anticorps. Alors, on a dit que la répartition des antigènes du système ABO, c'est presque universel. On peut les trouver dans tous les tissus, sauf certains territoires. Mais les antigènes du système RH, normalement, on les trouve seulement sur le globule rouge. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système érythrocytaire. Pour le système ABO, normalement, la nature chimique de ces antigènes, ils ont une nature glucidique. D'accord? Et à partir de ce qu'on a dit, la substance H, les gènes qui codent, qui sont impliqués dans l'expression de ces gènes, ils codent pour des enzymes, sont des transférases. Ces transférases, ils vont transformer la substance H en la substituant par un résidu glucidique. Le N-acétylglucosamine le N-acétylgalactosamine, c'est normalement c'est l'antigène A, le D-galactose, c'est le B,
lorsqu'on a les deux, c'est le AB. Et si la substance H, il reste intact, non substitué, c'est le groupe O. Alors, ça, sur le plan chimique, répartition, pour les anticorps de ce système, le système ABO, ils ont la particularité, deux propriétés particulières. Ce sont des anticorps réguliers. Ce sont des anticorps réguliers, toujours ils sont présents. La nature de l'anticorps est présent en fonction de l'antigène exprimé. Si on a l'antigène A, on a la production de l'anticorps anti-B. Si on a l'antigène B, on aura dans le plasma l'anticorps anti-A. Si on n'a ni anti-A, ni antigène A, ni antigène B, j'aurai dans le sang anti-A et l'anti-B. Et si on a l'antigène AB, j'aurai 0 anticorps anti-A, 0 anticorps anti-B. Ça, d'une façon générale. Autre chose, ils sont naturels. Ça veut dire quoi? Ils apparaissent sans immunisation préalable. Et c'est pour ça, normalement, on dit que dans la transfusion, la compatibilité dans le système ABO, c'est une barrière transfusionnelle. On doit avoir une compatibilité en matière du groupe sanguin ABO. Pourquoi? Si on ne respecte pas cette compatibilité, on aura un accident transfusionnel immédiat. On ne va pas attendre. Autre chose qui explique cet accident transfusionnel, c'est que la nature chimique de ces anticorps sont type IgM. Et les anticorps IgM, ils ont un pouvoir hémolytique intense. Ils peuvent activer le complexe. Et c'est comme ça normalement. Si on n'a pas la compatibilité au système ABO, on aura l'accident transfusionnel qui est émis. C'est au contraire des antigènes du système RH, comme on a dit que c'est strictement érythrocytaire, plus ils ont une nature protéique, c'est le résultat direct des gènes qui codent impliqués dans ce système, et on va même les antigènes de ce système, on a plusieurs. Mais dans la pratique clinique, on s'intéresse aux 5 premiers antigènes qui sont les plus immunogènes, plus impliqués dans la pratique clinique, à savoir l'antigène D, c'est le plus immunogène des antigènes du système RH. Puis après, on a l'antigène grand C, grand E, petit e. Et les anticorps dans ce système, ils apparaissent après une immunisation, c'est-à-dire après un contact, que ce soit dans le contexte de transfusion ou dans le contexte de l'incompatibilité fœtomaternelle. Je crois qu'on a compris l'incompatibilité dans le système RH dans le contexte de la transfusion. Le receveur, il n'a pas un antigène, par exemple, c'est un D négatif, n'exprime pas l'antigène T, va être transfusé par des globules rouges qui expriment l'antigène T. C'est normal, son système immunitaire ne connaît pas cet antigène, alors on a une forte probabilité d'immunisation. Alors, le premier contact, peut-être on n'a pas beaucoup de choses, mais le deuxième, le patient ou le donneur, il est déjà immunisé, alors il est déjà préparé et il pourrait donner ou il peut provoquer un accident transfusionnel. Alors, on a vu quelques circonstances de particularité de ces systèmes, le D faible et le D partiel. C'est simple, le D faible, c'est qu'on a une expression faible par rapport à la normale. C'est-à-dire que les patients le D faible, ils expriment l'antigène D, ils le fabriquent, ils le synthétisent, et l'expriment à la surface de la membrane de leur globule rouge, mais la particularité, ils expriment en une quantité qui est diminuée par rapport à la normale. C'est pour ça, dans toutes les circonstances, que ce soit receveur ou donneur, on doit le considérer comme un D positif. Pourquoi? Parce que lui, il exprime des antigènes. Pourquoi on a D faible? Parce qu'il donne une faible agglutination si on la compare avec un D normal. Mais plus voilà. Et le problème, c'est quoi? Ou la particularité, c'est pas le problème. La particularité de D faible, c'est que ces patients, ces sujets, ils expriment sont des D positifs, mais la quantité de D, elle est diminuée par rapport aux sujets normaux de D positifs. Alors,
on a une particularité quantitative. On a un autre variant, ce qu'on appelle le D partiel. Ces sujets, ils expriment ou ils synthétisent l'antigène D, mais sous une forme incomplète. Si on imagine que l'antigène D, il a par exemple, dans sa structure, par exemple, il a 9 épitopes déterminants antigéniques, ces patients, normalement, ils expriment ou ils synthétisent. Ce n'est pas sur le plan quantité, mais qualité. Ils synthétisent des antigènes qui n'ont pas la totalité de ces déterminants antigéniques. Par conséquent, on aura une particularité qualitative. C'est pour ça, on doit le considérer toujours. Si lui, il est receveur, on doit le considérer, soit on doit le donner des CGR qui expriment un D partiel comme lui, similaire, ou dans ce contexte, c'est rare, ou normalement, on ne doit pas lui donner de D. Pourquoi? On doit le considérer comme un D négatif. Parce que si on le transfuse par un D total, dans sa forme normale, il peut s'immuniser contre les parties qui lui manquent. C'est pour ça, autant que receveur, normalement, on le considère que c'est un D négatif pour ne pas lui donner de D. Mais si lui, c'est le donneur, c'est lui donneur, on doit le considérer comme un D positif. Parce que si on donne un D partiel pour un receveur qui est D négatif, normalement, le D négatif ne connaît pas, même si la structure incomplète de D partiel, et elle est suffisante pour que ce D négatif il s'immunise contre cette structure. Et par conséquent, normalement, le D partiel, si le receveur, on le considère comme un D négatif, et si lui, il est donneur, on le considère comme un D positif. Grosso modo, c'est ça, certaines particularités. Oui, j'ai oublié, j'avais une question dans ce sens. Alors, dans cette partie, on a essayé pour vous dire que les antigènes du système groupe sanguin, on trouve cette diversité, cette diversité des antigènes, et normalement qui reflète l'identité de l'individu. Et on a parlé, voilà, on a vu dans le groupe A, on a dit qu'on peut, on repère le A1 et le A2. On a dit que le A2, il est caractérisé parce que on n'a pas la transformation de la totalité des substances H. Et c'est pour ça, si on utilise quelqu'un qui est A2, on utilise un anticorps anti-H, on va trouver que, avec ces globules rouges, on va trouver que c'est positif. La même chose, on peut la trouver chez un B. On peut trouver le B1 et le B2. Bon, j'ai donné seulement le A1 et le A2 pour exemple, pour illustrer la variabilité, la diversité des antigènes, mais aussi ça existe, et il existe d'autres choses. Je n'ai pas mis dans le cours, c'est juste pour donner une illustration de la diversité de l'expression des antigènes des groupes sanguins. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a le contexte de la transfusion, l'immunisation. Mais aussi, on a le contexte parce que j'avais une question aussi, bon, occasion pour faire cette revue, l'incompatibilité phytomatérielle. Pourquoi on demande à la femme enceinte de réaliser la RAI? Pourquoi on s'intéresse le groupe sanguin de la femme enceinte, le système APO, le système RH, lequel? Pourquoi? On a dit que le fœtus, il fait sa propre hématopoïèse, c'est-à-dire il va faire sa propre érythropoïèse. Si selon son patrimoine génétique, par exemple, ça se pose. On donne l'exemple de l'incompatibilité fœto-maternelle en matière de l'antigène D, mais il est valable pour n'importe quel antigène qui peut être sujet de cette incompatibilité. Alors, je donne l'exemple juste pour expliquer, mais c'est valable pour les autres antigènes qui pourraient donner une incompatibilité. Lorsque je dis incompatibilité, parce qu'il y a une différence, et cette indifférence, elle va se traduire
sur le plan clinique, a une anémie. Et si jamais on a une anémie chez le fœtus qui est très profonde, normalement, on peut avoir le décès, l'arrêt de la gestation. Souvent, le fœtus, il doit avoir une certaine oxygénation, il doit avoir un certain taux d'hémoglobine pour assurer la croissance. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Et aussi, bien sûr, on a le contexte qu'on appelle l'anémie hémolytique du nouveau. Aussi, ça fait partie des conséquences de l'incompatibilité fœto-maternelle. Imaginons que ce cas, la maman, il est D négatif, c'est-à-dire D négatif n'exprime pas le D. Et si le fœtus, normalement, lui, il exprime sur ses globules rouges le D. On a dit qu'il fait son érythropoïèse et normalement pendant la première grossesse, par exemple, le fœtus il est résus positif, ça veut dire D positif, la maman il est résus négatif. Alors, il y a probabilité que les hématies du fœtus, ils passent la barrière placentaire et ils passent au niveau de la circulation sanguine maternelle. Alors, le système immunitaire de la maman ne connaît pas l'antigène T. Si jamais il se contacte avec des hématies, par exemple au niveau de la rate de la maman, des globules rouges qui expriment l'antigène T. Le système immunitaire, il ne connaît pas. Pour lui, c'est un antigène qui pourrait provoquer une réponse immunitaire. Alors, si jamais il déclenche une réponse immunitaire, qu'est-ce qui va se passer? Que la maman, il peut produire des anticorps. Il peut produire, puisque c'est le premier contact, il peut produire des anticorps. Surtout le premier contact, c'est la production, ça se fait par des anticorps type IgM. La particularité des IgM, ils ne peuvent pas traverser la barrière placentaire. Mais au cours de ce premier contact, la maman s'est immunisée. Comment? Parce qu'il a développé à côté une réponse immunitaire, une mémoire immunitaire. Si jamais dans la deuxième grossesse, avec un deuxième fœtus, et toujours c'est le cas, résus positif, D positif, et elle est D négative, alors à ce moment-là, les choses, il va passer autrement. Puisqu'il est déjà immunisé, et si jamais il va reconnaître son système immunitaire avec des hématies fétales, à ce moment-là, on va déclencher une réponse immunitaire. La réponse immunitaire dans ce contexte-là va être réalisée par des acteurs, par des immunoglobulines, cette fois-ci type IgG. Et les IgG, ils peuvent traverser la barrière placentaire et ils regagnent la circulation sanguine fétale. Et imaginons des anticorps qui peuvent reconnaître des hématies avec les hématies qui expriment l'antigène D. Alors, ils peuvent donner des anémies, ils peuvent attaquer les globules rouges du fœtus. Et par conséquent, on doit gérer ça. Alors, c'est pour ne pas tomber dans cette situation sur la deuxième, surtout au cours, c'est parmi le protocole de suivi de la grossesse, on demande le groupage, on demande la RAI, et si jamais la maman est RH négatif, on lui donne, on poste, normalement, on peut même lui donner au cours de la gestation, et surtout après l'accouchement, on donne un médicament. C'est quoi ce médicament? C'est un anticorps, on appelle un anti-D. Alors, c'est quoi l'utilité de cet anti-D qu'on donne à la maman? C'est dégrader le maximum des globules rouges qui pourraient être des globules rouges fétales ou fétaux dans la circulation sanguine maternelle. Et par conséquent, on minimise la quantité de ces hématies du fœtus et par conséquent, on réduit au maximum la probabilité d'immunisation de la maman vis-à-vis l'antigène D, puisque elle est résus antigène D négatif. Mais c'est valable pour tous les autres antigènes, soit le grand C, le petit C, si on a une incompatibilité, on suit le même concept et le même procédure. On pourrait avoir même incompatibilité vis-à-vis, par exemple, des antigènes du système KID, du système KEL. C'est tout ça normalement. C'est pour ça normalement, au cours du suivi de la grossesse, on veille à ce pour ne pas tomber dans les conséquences de
l'incompatibilité fœto-maternelle. Et normalement, voilà, c'est grosso modo parce que j'ai eu des questions là-dessus pour réexpliquer l'incompatibilité fœto-maternelle. Très bien. Alors, le groupage dans le système ABO, ça revient à faire deux épreuves, globulaires et sériques. Le premier, c'est la recherche d'antigènes et le deuxième, la recherche d'anticorps. Et on a dit la définition du groupe, c'est les deux résultats à la fin. C'est pour ça, normalement, chez le nouveau-né inférieur à 6 mois, on donne ce qu'on appelle un groupage chez le nouveau-né inférieur à 6 mois. Provisoire, très bien. Pourquoi? Parce que le prof sérique, il n'a pas assez d'anticorps. Les anticorps, on les synthétise au fur et à mesure. D'accord? Pour définir le groupe, on doit avoir les résultats de les deux épreuves. Alors, pour le premier groupage, positif avec le A, négatif avec les hématies B. C'est quel groupe? C'est le A1 ou le A2? Le A2, pourquoi? Parce que l'antigène avec l'anti-H, elle est positive. Très bien. C'est facile, Hada. Le groupe Hada, négatif, positif, c'est le B. C'était le groupe B. Yak, c'est le B. Ça. Alors, le groupe, c'est le système AB. Le groupe AB. C'est le groupe, très bien. Hada, c'est le haut bombé. Alors, le haut bombé, il n'a pas ni antigène A, ni antigène B, ni la substance H. Hada, c'est une anémie hypochrome microcytaire. C'est la même chose, voilà, c'est la même chose. Ah, oui, c'est très bien, j'ai repris même les mêmes valeurs. Anémie macrocytaire. L'éphosinotropénie correspond à un arrêt de maturation de la granule neutrophile, c'est faux. Correspond à une exagération du compartiment marginé vasculaire des PNN, oui. Vérifié par le test de démargination, oui. Ne prédispose pas aux infections bactériennes, oui, effectivement. Alors, on a dit que la lignée des granuleuses neutrophiles, c'est que une fois on arrive au PNN mature, on a un compartiment qui va s'installer au niveau de la moelle, puis après, on aura la sortie des PNN. Une fois dans le vaisseau, on trouve deux situations, le circulant et le marginé, puis après, les PNN, ils regagnent les tissus, bien sûr. Ah, c'est la même chose. Avec un SARS-CoV, bon, et qu'un dit le Covid. Bon, surtout, la Covid était très marquée par une thrombopénie, la thrombopénie, les didymères qui sont augmentés, et la ferritine, surtout la ferritine, c'était des marqueurs par lesquels on surveille l'état d'évolution du malade. Nous cherchons en biologie qui renseigne la gravité de la maladie. C'était surtout, bon, thrombopénie, Macanch, parce que les moyens, c'est très, très, très proche. Mais les troubles de l'hémostase, oui, les troubles de l'hémostase, c'est surtout les didymères. Si on regarde ici, c'est supérieur. Alors, le groupe, voilà, les décédés, leur bilan d'hémostase a été marqué par une augmentation très excessive des didymères. Et les survécus, normalement, n'ont pas d'augmentation des didymères. Autre chose, oui? Oui, je nous donne. Ah oui, oui. Bravo, elle est 150. Chokran. Alors, en fait, le taux des plaquettes inférieur à 100 000, normalement, les survécus, normalement, effectivement, même la thrombopénie, effectivement, même la thrombopénie. On avait qu'il y a la thrombopénie, même si ma catch commune, mais
une thrombopénie quand même. Il y a 11 patients sur 14 et aussi 2 sur 15. Il est très marqué, très présente le groupe décédé. Alors, il y a les troubles de l'hémostase. On peut dire que les didymères, aussi même les plaquettes, c'est un acteur de l'hémostase. Mais qu'il y a un changement aussi. Alors, on avait de changement les didymères, mais aussi les plaquettes. Très bien. Le taux d'hémoglobine, là, en fait, on n'a pas une différence. On n'avait pas des anémies très marquées chez les décédés par rapport au CRVQ. L'état inflammatoire, oui. On a chauffé les valeurs. On avait même ferritine. On utilise ferritine pour le suivi le suivi de l'état des patients. Et d'ailleurs, contexte de la COVID, normalement, les bilans qu'on utilise pour suivre le patient, dans l'hémogramme, bon, on a les plaquettes, mais aussi la lymphopénie. La lymphopénie a été liée à la sévérité de la maladie. Les malades décédés ou qui ont présenté un tableau très avancé, très grave, il avait une lymphopénie. Et normalement, on peut expliquer la lymphopénie par l'état hyperinflammatoire, parce que la lymphopénie peut être expliquée par l'hyperinflammation des patients. Et aussi, biochimie, c'est surtout, on a la ferritine, aussi on a le LDH, on utilise aussi le LDH et les didymères. Les didymères aussi, ils reflètent aussi, ils ont une qualité, l'utilité des didymères, c'est pour évaluer aussi, pour évaluer la gravité de la maladie. Bon, primaire, commencement physiologique, fibrinolyse, sont les spécifiques de la fibrine, oui. La PAI est utilisée comme médicament activant la fibrinolyse, non, c'est un inhibiteur, c'est la TPA, c'est l'activateur tissulaire du plasminogène. L'action de la plasmine sur son substrat permet la progression du thrombus dans le vaisseau, c'est le contraire, non, c'est la dégradation. Le déficit en plasminogène prédispose aux thromboses. Si on n'a pas la plasmine, parce que la plasmine est issue du plasminogène, si on a plasminogène, il prédispose aux thromboses, parce que la molécule qui dégrade les thromboses, c'est la plasmine. La plasmine est issue du plasminogène. Si on n'a pas le plasminogène, on n'aura pas de plasmine, on n'aura pas les moyens pour dégrader la thrombose, et par conséquent, il prédispose aux thromboses le déficit en plasminogène. L'hypovitaminase K, le traitement avec la touche la production de protéines. Le 2, oui, vitamine K dépendant. L'antithrombine, non. La protéine C, oui. Facteur 9, oui, très bien. Le bilan d'hémostase, cataracte patient, bilan d'hémostase, TP 60%, TCA 1.3. Quelle interprétation du bilan la plus probable? Déficit en facteur 5. Facteur 5. Est-ce que le déficit en facteur 5, il peut expliquer? Il est qu'un TP 60%. Qui est le temps de cuite? Allongé. TCA au-delà de 1,2. Allongé. Les deux temps sont allongés. Est-ce qu'il peut être l'allongement des deux temps de coagulation pourrait être expliqué par le déficit en facteur 5? Oui, parce que le 5, il est dans la voie commune, explorée par les deux. Si jamais j'ai un problème de 5, j'aurai les conséquences sur les deux voies. Le facteur 10, oui, parce que le 10, il fait partie de un bilan d'hémostase préopératoire d'un patient en bonne santé qui ne prend aucun médicament et sans aucun antécédent hémorragique. Alors, TP 60%, rapport 1.3, quelle interprétation du bilan la plus probable? Normalement, vous devez
combien on aura de réponses? Déficit en facteur 5. Est-ce qu'il peut expliquer les résultats? À l'âge. Très bien. Le déficit en facteur 5, il donne des manifestations. Le facteur 10, il donne les manifestations hémorragiques. Déficit en fibrinogène. Ça, c'est des manifestations hémorragiques. Qu'est-ce qu'on a? La probabilité problème de la phase pré-analytique des tests de coagulation. On a le message, si vous recevez ou si vous trouvez des résultats, des anomalies le bilan d'hémostase qui ne collent pas avec le contexte clinique, le premier réflexe, s'il vous plaît, refaire le prélèvement pour confirmer les résultats. Si vous trouvez des anomalies sur les bilans d'hémostase, mais le contexte clinique n'explique pas ces troubles de l'hémostase, le premier réflexe, demander un deuxième prélèvement et recontrôler les résultats. Parce que effectivement, si ça c'est notre quotidien, parfois on fait le prélèvement, on le laisse dans le service. Normalement, on reçoit le prélèvement qu'après 6 heures ou la 5 heures. On ne reçoit pas le prélèvement dans les délais recommandés. On peut avoir, dans ce temps, on peut avoir la dégradation de facteurs, par exemple. Si on réalise les tests de coagulation, on va trouver avec des résultats qui sont aberrants ou des résultats pathologiques. Alors, le premier réflexe devant, et surtout ici, ne prend pas de médicaments pour expliquer l'anomalie. Et deuxième chose, il n'a aucun antécédent hémorragique parce que les déficits en facteurs 5, 10, bon, si l'exception c'est le précalécrine qui nous gêne au 12, le reste c'est hémorragique. Alors, normalement, la proposition la plus probable, c'est le C. Très bien. Bilan d'hémostase jeune, 20 ans, qui consulte des ecchymoses post-traumatiques et parfois spontanées. TP 78%, TCA 1.4. Quel contexte pathologique possible? Déficit en facteur 7. Non, parce que le TP, il est correct. Normalement, si on a un problème de 7, on doit avoir des conséquences sur le TP, le temps de cuite et par conséquent le TP. Déficit en facteur 11. Le facteur 11. Oui. Pourquoi? Entre parenthèses, S, c'est des propositions. Par la suite, on va les confirmer par des tests plus spécialisés. Alors ici, le facteur 11, est-ce qu'on peut avoir un bilan d'hémostase dans un contexte en facteur 11? Oui. TCA, il sera allongé. Le TP, il sera correct. Sur des ecchymoses post-traumatiques, oui, quand même, c'est l'hémorragie. C'est vrai, vous allez me dire que les déficits en facteurs, surtout, ils donnent des hématomes, ce n'est pas des cutanéeux muqueux, mais il existe des exceptions. Normalement, même, on peut penser à un déficit en facteur 11. La maladie de Van Willebrand, s'il vous plaît, la maladie de Van Willebrand. Alash, pourquoi on peut penser à la maladie de Van Willebrand? Quels sont nos indicateurs pour cette orientation? Mais le facteur 8. Ouais. Très bien. La première chose, on dit toujours la clinique. C'est un jeune quand même. Jeune, et la clinique, on dit des ecchymoses post-traumatiques et parfois spontanées. Alors, ça, c'est des signes cliniques qui orientent vers des anomalies de l'hémostase primaire, parce que c'est des ecchymoses. Les ecchymoses, ce sont des manifestations de l'anomalie de l'hémostase primaire. C'est des manifestations cutanées, des signes cliniques hémorragiques cutanés. Et normalement, qu'on les trouve souvent dans le contexte de l'anomalie de l'hémostase primaire, de l'anomalie sur l'un des acteurs de l'hémostase primaire. Alors,
Qu'est-ce qu'on a dit? Le rôle de le Van Willebrand, c'est lui qui permet l'adhésion de la plaquette, aux ozons de thélium, mais aussi on peut avoir la conséquence de son déficit, soit déficit qualitatif ou quantitatif au niveau plasmatique. Pourquoi? Parce que au niveau plasmatique, le Van Willebrand, il permet la liaison de facteur 8. Et cette liaison du facteur 8 avec le Van Willebrand, il va lui donner une protection contre la protéolyse plasmatique. Si jamais on n'a pas le facteur Willebrand en déficit quantitatif, en diminution en quantité, normalement, le facteur 8, il ne va pas trouver assez de molécules de Willebrand pour se fixer et par conséquent, il sera plus exposé à la protéolyse plasmatique. Et par conséquent, on aura un TCA qui est allongé. Pourquoi? Parce que le TCA, il explore le facteur 8. Le facteur 8 parmi les facteurs explorés ou impliqués dans la voie endogène explorée par le TCA. Alors oui, alors déficit en facteur 11, oui. Et la maladie de Willebrand type 1, c'est surtout le problème quantitatif. C'est-à-dire qu'on a un déficit quantitatif du facteur Willebrand. Contre la partie de Willebrand 2, le problème c'est qualitatif de Willebrand. Et le type 3, en fait, on a quasi-absence du facteur 8. C'est un déficit très sévère, quantitatif très sévère en facteur 8. Pardon, en facteur 8. Ces résultats, c'est possible dans un contexte d'une thrombopathie. علاش؟ peut-être la clinique, mais est-ce que la thrombopathie, il peut expliquer un TCA allongé? Et qu'est-ce qu'on a dit normalement? Qu'est-ce qu'on a dit pour les thrombopathies? La situation dans laquelle on a une manifestation clinique, hémorragique, mais le bilan d'hémostase, il est normal. Ici, il n'est pas normal, le TCA, il est allongé. Normalement, on a le tableau hémorragique. Deuxièmement, le bilan de première intention, il est normal. On pense à deux situations, lesquelles la thrombopathie, c'est-à-dire problème de fonctionnement de plaquettes, et le facteur 13. Parce qu'on a dit que même le déficit en facteur 13, les temps de coagulation, ils sont corrects. Ici, c'est pas très en faveur. On peut, les deux situations qu'on peut expliquer, ou les deux causes qui pourraient expliquer cette situation, c'est le déficit en facteur 11 et c'est la maladie de Willebrand. La surveillance du traitement anticorps par l'AVK se fait par l'ETP. La surveillance. Est-ce qu'on fait la surveillance par le TP? Non, on ne fait pas par le TP. On fait par l'INR. L'INR, normalement, on donne c'est à partir de temps les patients sous AVK, on réalise le temps de Quick à partir de temps de Quick de ces malades, on calcule l'INR qui est égal le temps de Quick malade sur le temps de Quick témoin, le tout à la puissance ici. Le TTR, le temps passé dans la fourchette ou la cible thérapeutique, oui, c'est un moyen pour la surveillance de l'AVK. Et on a dit que le TTR, il permet de donner une meilleure visibilité sur l'efficacité de traitement. Alors, normalement, il est donné en pourcentage. Lorsqu'on dit, par exemple, 80%, ça veut dire quoi? Dans 100 jours, 88 jours, l'INR était dans sa fourchette cible ou dans l'intervalle cible. Si on dit 20%, c'est-à-dire 20 jours, seulement 20 jours, la valeur de l'INR était dans la valeur. Et comme ça rappelle l'utilité ou l'apport de l'hémoglobine glyquée dans la surveillance de diabète. Si la glycémie à jeun, il donne le statut de la glycémie à l'instant T,
l'hémoglobine, il permet de donner l'équilibre diabétique sur 3 mois. Et quand même, l'hémoglobine glyquée, il permet de voir de faire une observance du diabète pendant 3 mois. Le TCA, est-ce qu'on fait le dosage pardon, est-ce qu'on fait la surveillance de l'AVK par le TCA? Alors, le TCA, il est utilisé pour la surveillance de l'héparine, s'il vous plaît, non fractionnée, à dose curative. Deux choses. Héparine non fractionnée, plus à dose curative. Les deux. Parce que les doses préventives, normalement, on n'utilise pas le TCA. Mais les doses curatives, les doses préventives, normalement, on a un autre test, comme j'ai dit, c'est le dosage de l'activité anti-10. La protéine C, je crois, déjà vu. Le monocytaire est très lobé, il n'est pas très lobé, le monocyte. Le cytoplasme, il peut contenir des vacuoles, oui. Le syndrome d'activation macrophagique caractérisé, oui, bien sûr. Et le SAM, il peut donner un ou plusieurs. On réalise le test de Kleinauer chez une tatata qui vient d'accoucher pour la première fois, positif, utile pour apprécier l'efficacité. Voilà. Alors, c'est quoi le test de Kleinauer? Comme j'ai dit déjà, l'incompatibilité fœto-maternelle. Alors, après voir, normalement, je cite le cas lorsqu'on donne ce médicament l'anti-D à la maman une fois il accouche, au cours les 3 premiers jours après l'accouchement, on donne un médicament, c'est un anti-D, un médicament anti-D. Comme j'ai dit, le but, c'est dégrader le maximum des hématies fétales qui se trouvent chez la maman. Et comme ça, on va minimiser le maximum de probabilité d'immunisation. Alors, pour évaluer l'efficacité de cette dose, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle le test de Kleinauer. Alors, c'est quoi le principe de test de Kleinauer? Alors, on prend un prélèvement de la maman, on donne la dose et on prélève. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un frottis sanguin, un étalement, une goutte de sang, et on étale. Puis après, on traite le frottis par de l'acide. Alors, l'acide HCl, normalement, l'effet de l'acide sur les hématies dépend de leur contenu en hémoglobine. Je répète, l'effet de l'acide sur les hématies dépend de la nature de l'hémoglobine que contiennent ces hématies. Alors, ici, une question. Certainement, il existe des hématies fétales chez la maman. Alors, les hématies fétales, quelle est la nature de l'hémoglobine majoritaire qu'on trouve dans ces hématies fétales? C'est l'hémoglobine F en fait. Et F, c'est 2 alpha, 2 delta, 2 gamma. Et les hématies de la maman, c'est l'adulte, c'est surtout le contenu, la composition de l'hémoglobine, c'est surtout l'hémoglobine A1, de alpha, de bêta. Alors, en fait, les hématies fétales qui contiennent beaucoup de l'hémoglobine F, ils vont résister à l'acidité. Par contre, les hématies maternelles qui contiennent beaucoup de l'hémoglobine majeure de alpha, de bêta, elles ne vont pas résister à l'acidité. Par conséquent, on fait un traitement par l'acide, puis après on colore par un colorant. Puis après, on regarde au microscope. Et normalement, qu'est-ce qu'on fait? On repère les cellules qui n'ont pas été dégradées par l'acidité. Normalement, après coloration, ils prennent toujours une coloration qui est foncée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une numération. On compte ces hématies et par la suite, on donne un chiffre. Ce chiffre, normalement, c'est lui qui va déterminer est-ce que la dose de ce médicament elle est efficace ou non. Si par exemple je trouve que la numération de ces hématies fétales elle est augmentée, un pourcentage qui est élevé, ça veut dire que la dose donnée de l'entité elle n'est pas efficace. Alors, par conséquent, on va augmenter la dose. Si je trouve il y a des seuils bien sûr.
Si je trouve des seuils et des calculs à faire pour calculer la dose de l'entité, si je trouve que, en fait, en fonction de ce pourcentage, ça correspond que la dose utilisée elle est efficace, je continue mon protocole. L'idée CleanHour, il permet d'évaluer l'efficacité du traitement anti-D qu'on donne à la maman résus négatif lorsque son fœtus il est positif dans les 72 heures qui suivent l'accouchement ou son premier accouchement. Alors, il est utile pour apprécier l'efficacité du traitement, oui. Consiste à mettre en évidence des hématomes fétales chez la mère, oui, parce que bon, je traite par l'acide, puis après je colore et je repère les hématies qui ont pu résister. Ça correspond aux hématies qui prennent une couleur foncée. Ça correspond à des hématies fétales qui se trouvent chez la maman. La résistance, voilà, la résistance du traitement acide des hématies au cours du test dépend des types de l'hémoglobine qu'il contient, oui, comme je viens de l'expliquer. Il permet à mieux étudier la morphologie des globules rouges maternels. Non, parce que en fait, les globules rouges maternels ils seront dégradés par l'acidité. Par conséquent, on peut pas analyser l'étude morphologique. Si on veut étudier la morphologie, on fait seulement le frottis sanguin et coloration par MGG. Alors, c'est le A, le B et le C. La recherche, je pense, c'est le même principe. Je pense, temps de quick, voilà, ce PCA. Je pense, je crois que j'ai fait le tour. Exprès, j'ai pas répondu à certaines questions qu'il me demande plus. Je dois faire quelques recherches pour, bien sûr, expliquer d'une façon soutenue et scientifique pour convaincre la personne qui a expliqué. Mais grosso modo, je crois que j'ai repris la majorité de vos questions. Donc, les questions particulières, je vais les répondre, Inch'Allah, par la suite, à titre personnel. Euh, voilà. Voilà, je crois, j'espère que vous avez trouvé que ce module il est utile. Vous avez appris pas mal de choses. J'attire votre attention, c'est lorsque vous voulez préparer le concours de l'internat ou de résidana, parce qu'il y a la partie, l'épreuve biologie. Dans ce cours, il y a pas mal des éléments, bien sûr, de réponses sur lesquels, à partir desquels vous pouvez développer votre dissertation de certaines questions. Comme j'ai dit que ce module, il vous prépare à tout ce qui est pathologie de l'hématologie clinique. Vous allez voir ça dans quatrième année, les hématocliniques, et voire même dans le module synthèse thérapeutique aussi. Ça, il vous prépare, je crois, et vous allez trouver les notions de base physiologiques pour avoir une explication, la physiopathologie et même la prise en charge. Bon, je crois, bon, par ça, on met fin à ce cours. Si vous n'avez pas de réponse, des questions, est-ce que vous avez des questions? Oui? Franchement, franchement, j'ai pas encore pensé, mais s'il vous plaît, votre attention, votre attention. Chauve. Vous êtes dans une faculté pour former des médecins. Yeah. Chaque jour, Inch'Allah, vous aurez le titre de médecin, vous allez exercer. Chaque patient, c'est un examen. Et normalement, vous devez faire un effort pour une meilleure prise en charge. Un conseil, je vous comprends. Voilà, les examens. Mais pensez, s'il vous plaît, une chose à ne pas oublier. Ici, vous êtes en train d'apprendre un métier. Plus que vous apprenez des choses, plus vous serez plus performant. Parce que toujours, on aura besoin d'une formation continue et l'apprentissage ne s'arrête jamais. Il ne s'arrêtera jamais. Mais je crois, vous êtes encore jeune. Vous avez de grandes capacités. Certainement. Ma cache d'exception.
puisque vous êtes ici, vous avez passé pas mal de barrières et je crois de sélection. Je crois qu'il faut penser, bon, je crois, pour moi, le concept, c'est chercher le plaisir d'apprentissage. L'examen, je crois, si quelqu'un fait un effort, certainement, 100%, il va réussir cet examen. Sauf il y a des anomalies structurales. Quelqu'un qui fait un effort, certainement, il va valider ses. Je pense qu'il n'y a pas, sauf normalement, il prépare sur des fausses bases. Il y a autre chose. Mais je crois, s'il, normalement, contexte normal, il prépare ses cours, mais ce que normalement l'essentiel, c'est chercher ce plaisir de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de construire, en fait, de construire votre formation. Vous aurez besoin de toutes ces notions lorsque un jour vous allez traiter votre passion. Ça fait. Certainement, même s'il y aura des questions rédactionnelles, elles ne vont pas sortir de ce qu'on a vu. Voilà, نقول لكم في الاخر مبروك على واشركم رمضان مبارك سعيد كنتمنى ان شاء الله بحول الله تكملوا لو باركور ديالكم باش داكشي اللي تمنيتوه وبما انه رمضان وهذا ما تنساوناش من الدعاء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.